Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, aux nouveaux métiers, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, un zoom sur les REP, anciennement zones d'éducation prioritaire. On les appelle aujourd'hui les réseaux d'éducation prioritaire. Cela fait maintenant 40 ans que l'éducation nationale a fait le pari de tenir compte du milieu social des élèves pour favoriser leur apprentissage. Pour ce faire, elle a donc délimité des zones de mesure scolaire spécifiques. Qu'est-ce que ça signifie exactement d'être dans un établissement REP, en termes de pédagogie par exemple, et surtout, est-ce qu'on peut dire que l'éducation nationale a réussi son pari? Pour répondre à ces questions, aujourd'hui, notre invitée est Camille Defoucault, chef de projet au think tank Vers le Haut. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Camille Defoucault, think tank Vers le Haut, qui est co-auteur d'une note récente sur l'éducation prioritaire. Camille Defoucault, ma première question est assez simple. J'aimerais revenir à la genèse peut-être du projet de ces REP, anciennement ZEP. Dans quel contexte politique exactement sont apparus ces réseaux d'éducation prioritaire? Voilà, d'où ça vient, quand c'est apparu? Et peut-être vous allez nous répondre ensuite après à quelle était l'ambition initiale de ce projet. Donc l'éducation prioritaire a fêté l'année dernière ses 40 ans. Elle est apparue en 1982 avec la circulaire Savary, donc sous le mandat de François Mitterrand. Et c'était une première mesure, une première expérimentation en France de discrimination positive, sachant que le modèle était anglo-saxon, il existait depuis les années 60 en Grande-Bretagne. Et l'idée était d'instaurer une politique compensatoire en délimitant des territoires, à l'époque 350, qui répondait, en fait c'était axé sur les difficultés scolaires et ça correspondait d'ailleurs malheureusement, c'est encore pas mal le cas aujourd'hui, à des catégories socio-professionnelles défavorisées. Mais quel était le constat? Est-ce que c'était que dans certains territoires, en effet, des élèves réussissaient moins? C'était ça, on se rendait compte de ça? En fait, ça a été une impulsion quand même sociale, puisque c'était à l'époque des émeutes, notamment les émeutes célèbres de Vénissieux, et on a voulu, à l'époque, énormément de rapports émergeaient sur l'importance de l'éducation pour élever socialement des élèves défavorisés, etc. Et le constat était qu'il fallait disposer de davantage de moyens dans ces zones ciblées. Quelles conditions fallait-il remplir pour être considéré comme ZEP? Vous allez nous dire peut-être, est-ce que les critères, les conditions sont toujours les mêmes aujourd'hui, alors qu'on est passé à la REP, au sigle REP dorénavant? Elles ont évolué. À l'époque, c'était surtout des conditions scolaires. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus global, c'est des conditions urbaines, c'est-à-dire la proportion d'élèves qui habitent en zone urbaine sensible, des conditions sociales, puisque c'est le nombre de catégories socio-professionnelles défavorisées parmi les parents et le nombre de boursiers parmi les élèves, et scolaires, puisque c'est le nombre de redoublants avant la 6e, qui détermine si un établissement est classé REP ou REP+. Alors, expliquez-nous la différence. Ouais. Alors, REP, c'est Réseau d'éducation prioritaire. Ça représente 1 million d'élèves en France. REP+, Réseau d'éducation prioritaire renforcé. Donc, ce sont les mêmes critères selon des critères, des taux plus élevés. Et c'est à peu près 500 000 élèves en France. Donc là, vous parlez en termes d'élèves. Qu'est-ce que ça représente en termes d'établissements? C'est 20% des établissements, 21% exactement des établissements en France scolaires. Au total, publics. Donc des moyens supplémentaires, c'est ce que vous dites, sont alloués à ces établissements. De quel ordre? À l'origine, c'est des emplois. Parce que les classes ont été réduites assez vite, donc plus d'enseignants, plus d'assistants d'éducation, de surveillants. Et puis petit à petit, on a ajouté des moyens... des moyens aussi financiers. Voilà, la prime REP a été pas mal augmentée dans les années 2000 et aujourd'hui réside bien sûr la question des moyens humains en fait en termes d'impact pédagogique. En fait, la grande majorité des enseignants débutent en REP les premières années de leur carrière. Cependant, la formation initiale est assez peu axée là-dessus. Donc aujourd'hui se pose cette question-là qui rencontre une autre question qui est permanente maintenant depuis un certain temps, c'est celle de la formation interdisciplinaire, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de classe, tout ce qui dépasse la discipline pure, et la tradition française veut qu'on axe pas mal là-dessus. Or, on a besoin aujourd'hui, évidemment, on le sait, de valoriser la carrière des enseignants en passant par le salaire, etc. Mais il faudrait davantage axer aussi sur le contenu, sur la pédagogie, qui peut être spécifique en REP pour que le niveau d'exigence reste le même.
On va en reparler évidemment de la formation des enseignants. Je pense, on parle souvent en effet des classes à 20 élèves, hein, vous venez d'ailleurs de nous le dire. Qu'est-ce qui fondamentalement change dans l'organisation d'un établissement en REP aujourd'hui en termes de logistique? On reparlera évidemment de la formation des enseignants. Pour l'élève, voilà, qu'est-ce qui change? Quand moi je suis un élève en établissement REP, qu'est-ce qui change pour moi? C'est une très bonne question parce qu'à part la taille des classes, rien n'est vraiment flagrant. On a un référentiel de l'éducation prioritaire qui a été édité il y a quelques années et qui donne les grands axes de la pédagogie et de la logistique, hein, puisque théoriquement, on est censé aussi beaucoup mieux accueillir les parents, beaucoup mieux créer un lien avec les associations et la collectivité locale, etc. Dans les faits, c'est les quelques moyens qui sont alloués, mais qui ont été en fait dilués, parce qu'il y a de plus en plus de REP pour des moyens qui sont assez relatifs. On considère que le surcoût, il est de 4% en termes de dépenses attribuées aux établissements publics. Donc c'est finalement assez peu suivi de moyens vraiment importants. Parce que vous parlez vous dites en théorie, ça veut dire qu'il faudrait quoi pour que ça marche, pour que ça prenne ? Pour créer ce lien, comme vous le dites, beaucoup plus avec les collectivités, avec les familles, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si je vous donne l'exemple des familles, alors il y a une allocation qui est donnée aux familles pour les enfants en REP à la rentrée. Et théoriquement, dans tous les établissements REP, il y a un espace dédié aux familles, à leur accueil. Dans les faits, ça c'est dans le référentiel éducation prioritaire. Dans les faits, on n'a pas de formation du tout, alors que c'est très important de savoir comment s'adresser aux familles dans ces territoires, puisqu'on sait que pour beaucoup d'entre elles, elles sont dans une disposition particulière, assez vulnérable face à l'institution, et on a tout intérêt à les inclure d'autant plus dans le projet éducatif de leurs enfants. Mais on en parle assez peu. En fait, les enseignants ont énormément à faire et une fois qu'ils ont terminé leur cours, ils n'ont pas du tout terminé leur métier. Il faut justement appeler les familles, gérer les sanctions, etc. Le cahier des charges est énorme. Voilà, le cahier des charges est énorme et c'est assez peu institutionnalisé dans un travail collectif. Et puis vous disiez beaucoup de jeunes enseignants donc, qui se retrouvent dès les premières années d'exercice devant ces classes-là, dans ces zones. Oui. Très souvent, le système est fait de manière à ce que l'on débute sa carrière en REP, très souvent dans les grandes académies déficitaires, donc Créteil, Versailles et le nord de la France. Mais là aussi, la promesse est que ces enseignants-là soient davantage formés. Vous nous dites que non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ce qu'ils ont comme avantage, et c'est pas négligeable, c'est une prime et une bonification sur l'affectation suivante, s'il reste 5 ans. Or, donc, revalorisation financière, mais l'accompagnement, la formation qui leur permettrait justement d'accompagner ces élèves comme il faut, ça vous dites que ça laisse encore à désirer? Ça laisse encore à désirer parce que encore une fois, dans la formation initiale, il n'y a pas vraiment d'axe spécifique éducation prioritaire. Comme si ce n'était pas assumé, alors même que c'est une pédagogie qui peut être passionnante, qui n'est pas du tout moins exigeante, au contraire, qui ne demande pas du tout d'abaisser le niveau des cours, absolument pas, mais qui demande peut-être de solliciter une pédagogie nouvelle. Alors, ce que font les enseignants, si aujourd'hui vous allez dans une classe en REP, vous serez probablement étonné pour énormément d'enseignants, les initiatives qui existent. Ils essaient de casser les codes, mais c'est beaucoup d'initiatives individuelles. Il y a quelques groupes informels qui sont créés pour les partager, et pour autant, ça manque énormément de visibilité sur le plan national. Est-ce que les chiffres nous montrent que ça marche? Est-ce que ces élèves qui ont été suivis dans ces établissements classés REP ou REP+, réussissent davantage? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans? Est-ce qu'on a vu une forme de succès tout de même de ce format d'éducation? On a voulu donner une mesure en 2014. On s'est donné 5 ans pour que l'écart de niveau entre les élèves REP et hors REP soit à moins de 10%. Et ça a été un échec puisqu'il a été mesuré en 2019 à 25 à 30%. Voilà. Après, cet échec est corrélé à une ségrégation sociale qui s'est accentuée. On parlait déjà de la fracture sociale dans les années 1990. Et on sait aujourd'hui, surtout depuis que les IPS ont été rendus publics à l'automne, qu'il y a vraiment une concentration des classes sociales favorisées dans le privé. Donc, de ces deux points de vue, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que l'éducation nationale peut répondre à ça?
L'éducation nationale, encore une fois, a tout intérêt à axer vraiment sur le cœur de ce qui constitue l'enseignement en REP, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est comme pédagogie, en quoi on a intérêt à y enseigner. D'ailleurs, en début de carrière, pourquoi pas, puisque c'est un moment où on a tout à apprendre, on a énormément d'énergie, mais pas seulement. C'est pas normal qu'il y ait autant de profs en REP qui soient aussi jeunes, de manière aussi homogène, et surtout qu'ils n'y restent pas, puisque très peu restent plus de 4 ans. Alors maintenant qu'on a eu intérêt à y rester plus de 5 ans, c'est quand même le cas. Mais finalement, la stabilité dans les établissements, c'est l'un des premiers critères de réussite pour les élèves, ainsi que l'enthousiasme de l'enseignant. Vous, dans cette note que vous avez réalisée sur ces zones d'éducation prioritaire, sur ces réseaux d'éducation prioritaire, quel bilan vous tirez de ces 40 ans d'éducation prioritaire et quelles recommandations vous faites, si vous avez quelques recommandations? Alors, le bilan est donc assez mitigé, d'un point de vue scolaire comme d'un point de vue social. Pour autant, c'est une politique il ne faut pas remettre en cause aujourd'hui. En termes de discrimination positive, il faut allouer davantage de moyens. Alors quand on défend une cause, on veut toujours plus de moyens, mais là, ce n'est pas forcément uniquement financier, c'est-à-dire évidemment encore plus réduire les classes, ça aurait un avantage. Mais surtout, il faut insuffler un nouvel esprit à l'enseignement dans l'éducation prioritaire, montrer quel intérêt on y a, montrer quelle progression on peut avoir dans sa carrière d'enseignant une fois qu'on y a enseigné. Et puis il y a aussi un impact... il y a aussi une recommandation que j'aurais au niveau territorial, c'est-à-dire qu'il faut davantage ancrer la classe, l'enseignant dans le territoire, que ce soit plus souple, qu'il puisse faire intervenir plus facilement les associations, qu'il puisse davantage communiquer avec les familles, avec les centres sociaux, avec les projets de réussite éducative, etc. Il faudrait vraiment qu'un collège soit au cœur de son territoire. Est-ce que des établissements, ce sera ma dernière question, est-ce que des établissements sortent de ces REP? Est-ce qu'il y en a qui arrivent à en sortir de ces REP, de ces REP+, et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Oui, alors c'est rarement vraiment de leur initiative, mais la carte de l'éducation prioritaire est redéfinie tous les 5 ans à peu près. Certains établissements ne veulent pas être stigmatisés, parce que c'est vrai qu'il y a un effet stigmatisant qui est difficile à mesurer, mais qui a été surtout effectif au lycée. D'ailleurs, c'est pour ça que les lycées ne peuvent plus être REP ou REP+. Et certains établissements, au contraire, auraient intérêt à y rentrer ou de passer de REP à REP+, parce que là, les récents chiffres ont montré que ce n'est pas complètement exact. Il y a évidemment des évolutions sociales dans la population des établissements qui font que le label ne colle pas toujours à la réalité. Merci de nous avoir aidés à y voir plus clair sur ces REP+, d'avoir fait le bilan de ces 40 ans d'éducation prioritaire. Merci Camille Defoucauld, je rappelle, vous êtes chef de projet au think tank Vers le Haut. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. À très vite sur Bismart. Salut.